Maya entra en claquant des sabots. Pas le moindre souci du dormeur, étendu tout habillé sur le divan, ses petits chiens près de lui. Elle savait bien qu'il ne dormait point. Que vient-elle faire ici ? Elle s'arrêta au milieu de la pièce, fit un geste comme pour aller ouvrir les persiennes, et se ravisa. Sur une petite table de chevet, près d'un livre ouvert et d'un tas de copies barbouillées d'encre rouge, sa corbeille. Elle se pencha, fouilla. Qu'est-ce qui lui manque ? Une aiguille ? Une boule de bleu ? Elle ne savait pas lire, pourtant cela le gêna de penser qu'elle pouvait voir ses copies. Salaud de potache ! Ils avaient encore trouvé le moyen de se foutre de lui. L'un d'eux, en travers d'une page, avait tracé à grandes lettres « Cripure ». « Je m'appelle Merlin !» Combien de fois ne s'était-il pas écrié « Je m'appelle Merlin !» en frappant de grands coups de poing sur la chair. Oui. Et puis après, ça les faisait plutôt rigoler. Il n'en mettait que plus d'acharnement à lui crier dans le dos « Crip, crip, cripure !» à écrire au tableau son surnom. Sale racaille ! Ça durait depuis tant d'années. Maya fouillait toujours. C'était long. Certes, il n'avait pas envie d'elle en ce moment. Sa main pourtant se crispa sur la hanche de la goton, descendit, atteignit le rebord de la jupe, disparut. Il chassa les petits chiens, attira Maya. La corbeille se renversa, des boutons roulèrent. Maya posa sur la table le journal plié en chapeau de gendarme dont elle se coiffait pour faire son ménage, et sans un mot, elle escalada le divan. Il se jeta sur elle comme du haut d'un mur, les yeux toujours fermés avec un cri rauque mais joué. Pourquoi pensait-il. Mireille, la belle épagnole, tirait sur un pan de la couverture en grognant. Turlupin, avec des aboiements plaintifs, bondissait dans la pièce. Petit Cru jappait de sa voix criarde et précipitée. Le gros Judas, boule noire et aveugle, errait. « C'était fini ?» dit Maya. Il se souleva, elle glissa à terre. Cripure, à genoux sur le divan, les cuisses nues, les poings enfoncés dans un coussin, se mit à l'injurier, écarlate, une manie qu'il avait. « Tu as roulé dans tous les fossés du pays !» À quoi bon revenir là-dessus ? Affaire classée, finie. Ça n'avait duré qu'un temps d'ailleurs, puis elle s'était mariée, elle était devenue veuve. Depuis, elle n'avait eu que lui et Basquin. Mais Basquin, elle l'avait connu le premier. Et puis quoi, est-ce qu'il ne lui avait pas répété 100 fois pour une que c'était justement parce qu'elle avait fait le métier ? Pas la peine de se casser le ciboulot à comprendre. « Tu veux-tu encore, mon petit chat ?»« Tu me dégoûtes. » Elle n'insista pas. C'était curieux qu'il ne l'eût pas encore envoyé chercher une pièce de 40 sous dans la poche de son gilet. Sa première injure, ordinairement. 40 sous. Son tarif. Elle l'aida à se rajuster. Il se laissa faire, docile comme un enfant. Ordure. Elle ne broncha pas. Est-ce qu'elle ne savait pas qu'un soir au bordel, il avait insulté une fille qui, suivie d'un client, revenait de sa chambre ? Il l'avait assaillie, il voulait faire l'amour avec elle, séance tenante. Ça l'excitait, disait-il, de penser qu'elle en revenait. On avait eu grand-peine à le calmer. Mais alors il n'avait plus voulu de la fille, et il était parti. « Il y a des hommes comme ça ?» pensait Maya. Peu lui importait qu'en sortant du bordel, Cripure ait proféré d'étranges menaces à l'égard des officiers, ce qui avait fait croire aux témoins de la scène qu'il était ivre, ou peut-être fou. Il se tut, enfin, s'allongea. Maya reprit son chapeau de gendarme, releva la corbeille. Les petites bêtes, une à une, sautèrent sur le divan et se recouchèrent autour de lui. Il allongea la main pour les caresser. Maya retourna à son ménage. Cripure l'entendit aller et venir, pousser le balai, piétiner devant l'évier. Là-haut, Amédée faisait sa toilette. Il ne cessait d'aller et venir à travers le grenier où on lui avait aménagé une chambre. Ce gros bruit de pas juste au-dessus de sa tête exaspérait Cripure. Il pensa avec soulagement que c'était le dernier jour. Demain finirait ce supplice. Mais il s'en voulut aussitôt d'une pensée si peu humaine. Est-ce qu'Amédée ne rejoignait pas le front aujourd'hui même ? Il pouvait bien le supporter encore quelques heures, puisqu'il l'avait supporté pendant 5 grands jours.
Évidemment, dans cette maison que par un tic bourgeois il appelait sa baraque, mais pour une fois le mot convenait à la chose, il n'était guère facile de loger un hôte ailleurs que dans le grenier. Cette petite maison que Maya avait reçue en héritage à la mort de son mari ne se composait que de 2 pièces, le bureau, où Cripure était en ce moment étendu, et à côté la cuisine, qui servait aussi de chambre à coucher. En haut, ce grenier, moitié mansarde, où Amédée continuait à faire tant de bruit avec ses godillots de troufion. Mais il allait sortir tout à l'heure pour rejoindre, c'était probable, quelques filles d'auberge. Grâce à Dieu, Cripure n'irait que tard au lycée ce matin. 1 heure de cours, morale, en 3e. Volaille. Mais il y avait après-midi cette fête. Quelle corvée. Il soupira, ouvrit les yeux, constata avec plaisir que les volets étaient clos. Quelque part dans le voisinage, une clique militaire s'exerçait, répétait sans cesse la même marche. Bien, bien. Tout cela était leur affaire. Aimez-vous les uns les autres. Il a fallu qu'un Dieu vienne leur enseigner l'amour. Mais ils n'ont eu besoin de personne pour apprendre la haine. Bien. Cripure se retourna sur son divan et les petites bêtes remuèrent, battirent de la queue. Puis, comme il ne bougeait plus lui-même et refermait les yeux, elles redevinrent immobiles. Il n'y aurait pas grand changement le jour où de même il serait étendu dans son cercueil. Quelle différence! Rien que cette petite chose en moins dans sa tête si vaine, si lancinante, qu'il nommait pompeusement sa pensée, rien en moins que cette angoisse lâche qui étreignait son cœur. Sans doute avait-il mangé et bu un peu plus que de raison hier au soir en rentrant de sa villa. Il s'était couché ensuite, mais le sommeil avait été long à venir. Depuis peu, les nuits tant aimées autrefois pour leur silence et leur paix n'avaient plus à lui offrir que des angoisses accrues. Quand il ne dormait pas, il avait peur. Un craquement de bois, il se dressait dans son lit, le cœur fou. Maya dormait à son côté d'un sommeil, hélas, sans rêve, du plomb. Cette nuit, à peine avait-il fermé l'œil, écoutant jusqu'à 1 heure avancée les chœurs de soldats russes baraqués tout près. Puis, comme si souvent, le cloporte s'était fait entendre. La nuit, le cloporte, qui se cachait durant le jour, et personne ne savait à quoi il avait employé son temps, osait l'incroyable effort de revêtir sa redingote, de descendre son escalier ou de surgir de sa cave. Il apparaissait dans les rues en se glissant, il est vrai, le long des murs, comme un maraudeur. Clop, clop, clop. Le cloporte s'annonçait, il approchait en traînant la patte, et à chaque fois qu'il s'arrêtait, le bout ferré de sa canne, heurtant la pierre du trottoir, résonnait comme une clochette fêlée. Il restait quelquefois longtemps debout, appuyé sur sa canne, le menton dans sa main, si longtemps que Cripure le croyait parti. Mais clop, 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 et de nouveau la nuit retentissait du bruit solennel de ses pas. Pourquoi revenait-il si souvent? Pourquoi de mon côté? Cette nuit, Cripure s'était levé prudemment. Il avait entr'ouvert sa fenêtre. Des lumières de gaz dans le silence. Il n'était pas facile à découvrir dans les ténèbres, cette silhouette, moins facile encore de renoncer à la chercher. Pour voir ce morceau de nuit glissant le long des murs, il avait attendu longtemps, il eût veillé jusqu'à l'aube. Clop, clop, clop. Rien encore que des pas, rien que la présence multiple, prête à surgir de partout. Le bout ferré de la canne avait retenti sur les pierres, triomphal comme la hallebarde du Suisse au jour de fête. Puis, rien. Cripure avait avancé la tête. Debout sous le réverbère, le cloporte était immobile comme un saint dans sa niche. Autour de son chapeau melon, la lueur du gaz flamboyait comme une auréole de vitrail. Le menton dans la paume de sa main gauche, l'autre main appuyée sur sa canne, quelle cible parfaite. Un jour viendrait, une nuit, où Cripure empoignerait son revolver et tac, tac, il lui réglerait son compte. Ça ferait très peu de bruit, à peine un petit claquement de fouet ou d'amorce. Ou plutôt ce serait comme une puce que l'on fait craquer sous l'ongle. Le tour serait joué. La terre a jamais lavé du cloporte.
Le cloporte disparu, Cripure s'était recouché enfin, puis endormi. Comment ? Mais d'un sommeil traversé de cauchemars, puis d'une présence furtive. Une femme murmurait à son oreille « Pourquoi as-tu envie de pleurer ?» Qui ? Mais qui ? Un instant après le réveil, il avait compris que sa visiteuse nocturne, c'était Toinette, de qui il avait continué d'espérer la venue jusque dans l'abîme du songe, comme il l'espérait toujours depuis 20 ans. Toinette, de qui il n'avait plus jamais rien su, devenue quoi, là-bas ? Peut-être une femme cloporte, comme celle-là qui depuis des années errait par les rues de la ville, en fredonnant des airs d'opérette, une affreuse bossue qui traînait toujours au bout d'une laisse un petit chien jaune et hagard. Il fut tenté de reprendre la lecture du livre ouvert à son chevet et renonça. Les mémoires de Benvenuto Cellini, pourtant. Il allongea la main pour caresser la tête d'une des petites bêtes, Mireille, sa préférée. Chère petite bête. Seulement, sur les petits chiens, il ne fallait pas non plus trop se monter le cou. Cela aussi trahissait. On parlait souvent dans des histoires pour gosses du chien fidèle qui suit le convoi de son maître et se laisse mourir de faim. Oui. Mais il avait lu dans les faits divers qu'un homme s'étant suicidé, son chien fidèle s'était mis aussitôt à le boulotter. La porte du grenier claqua, et les gros pas d'Amédée battirent l'escalier, lourd comme d'un homme qui achèverait sa toilette en marchant, boutonnerait son ceinturon ou sa veste. Quel pas de valet de ferme ! Toute la maison en trembla. Il entra dans la cuisine. Cripure jeta un regard à travers la porte vitrée. Amédée interpellait joyeusement Maïa qui planta là son ouvrage pour lui servir son déjeuner. Bien. Pas de danger qu'il vienne le saluer. Ce serait pour tout à l'heure, quand il sortirait. Amédée entrebâillerait la porte après avoir frappé bien poliment. « Je sors. À bientôt. » Il se serrait la main sans se regarder. Cripure ferma les yeux, feignit de dormir. Il était sûr ainsi qu'on ne viendrait pas le déranger. Maïa renverrait les visiteurs. Mais quels visiteurs ? Dans la cuisine, Amédée déjeunait en bavardant avec Maïa. Il entendait leur rire et le tintamarre des sabots de bois de Maïa sur le ciment. Ici, personne. Il murmura « Personne ». Surpris, irrité par le son de sa propre voix, il leva les paupières et comme s'il eût cherché une présence désirée, redoutée peut-être, il jeta sur la pièce un long regard malade. Personne. Au moins qu'une sorte de fou comme l'autre jour. Il était sympathique ce jeune lieutenant, mais naïf, enfin, ça le regardait. S'il voulait croire à une humanité perfectible, c'était ses oignons. Il tomberait de haut un jour et se romprait les os. Pauvre garçon, dommage. Il était doué, sûrement. Autrefois, son plus brillant élève. De plus, un caractère noble, victime toute désignée, soit. Mais cette victime n'était pas un agneau qui pleure. Le lieutenant s'insurgeait, cela forçait l'estime, quoi qu'on pût penser par ailleurs. Cripure trouvait des raisons au conformisme des gens en place et des vieillards. Mais les jeunes gens, plus il y réfléchissait, plus il se disait que la jeunesse est incroyablement dupe, une fois sur 1000, et pour le reste consentante. Mais celui-ci avait parlé de balayer tout le fourbi. Balayer Parbleu. Cripure voulait bien en être. S'il ne s'agissait que de nettoyer la terre de toute cette bande d'aigrefins et de ganaches, de vidanger le monde de ses cloportes, il donnerait bien un coup de main. Mais qu'on ne vienne pas lui parler comme avait fait ce lieutenant des conquêtes de l'homme sur lui-même. Outre-bouffre, comme dirait le père Ubu. Ça tout de même, c'est trop rigolo. Incomparable sornette, ma thèse est toute négative. Je détruis toute idole, et je n'ai pas de Dieu à mettre sur l'autel. Il faut avoir une bien piètre expérience de la vie pour oser croire à de pareilles foutaises. Les paradis humanitaires, les Édens sociologiques, qu'il attende seulement d'avoir 40 ans et d'être fait cocu par la femme aimée. Ensuite, on en reparlera. Ah là là. Dans ce monde, chacun se débrouille. Chacun y est pour son compte, pour sa peau. Les conquêtes, celles qu'on opère soi-même. Oui, être un loup. Il ne bougeait pas, s'appliquait à jouer le sommeil.
Mais cette bouche crispée comme de colère, cette poitrine qui se soulevait malgré soi, ses mains ouvertes sur la peau de bique, pareille à celle d'un mort, tout cela n'était pas d'un dormeur, mais d'un homme lucide, étouffé par son chagrin. C'était revenu d'un coup, comme toujours, comme revient un mal incurable qu'on est las de surveiller, et dont le retour vous saisit presque en plein bonheur quand on espérait que la trêve serait longue encore. Ça ne finirait donc jamais. Il avait compté sur une sagesse qui viendrait avec l'âge, comme un bénéfice ou une récompense, comme un équivalent spirituel à la rente que lui servirait l'État, sous le nom de retraite, en reconnaissance de ses bons et loyaux services. Est-ce que le chagrin qui avait désolé sa vie ne prendrait pas un jour congé de lui, afin qu'avant de mourir il ait le temps et la chance d'un regard calme sur lui-même et sur le monde, espérance dont la réalisation, pensait-il, lui ferait accepter la mort, qui autrement ne serait plus qu'un vol, une escroquerie honteuse. Mais plus il vieillissait, et plus il se disait qu'il faudrait aussi renoncer à cette espérance, puisque le chagrin ne démissionnait pas, et qu'en ce moment il serrait encore les dents sur sa douleur aussi fort qu'au lendemain de la catastrophe, après tant d'années.